Bonjour Monsieur James Carles, merci de Bonjour. nous avoir permis de vous rencontrer. Pouvez-vous vous décrire un peu votre nom, vos prénoms, vos origines? Mhm. James Carles, c'est mon nom d'artiste. Mon vrai nom, c'est Tchokoté, mon nom clanique, comme on va dire. Et mon nom d'état civil, c'est Nganou Tchokoté. James Carles étant mes prénoms et que j'ai gardé en nom d'artiste. Je suis né au Cameroun, voilà, j'ai grandi en France. Je suis arrivé en France au collège, presque 40 ans que je suis là. Est-ce que vous avez visité beaucoup de pays par rapport à vos prestations en tant que danseur chorégraphe? Oui, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de pays européens, Espagne, Italie, Portugal, Allemagne, Angleterre, Autriche, je sais plus, voilà, Europe de l'Est aussi, Russie, Biélorussie, etc., Pacifique, Nouvelle-Calédonie, entre autres, l'Amérique latine, le Mexique, les États-Unis évidemment, quelques, au pluriel pays africains, l'océan Indien, les Caraïbes. Donc oui, j'ai beaucoup de chance que la danse, en fait c'est la danse qui m'a amené à tous ces endroits-là. Ce n'est que la danse et pas autre chose. Votre top 3 ou top 5 des pays qui vont le plus marquer? Parce qu'il y a des pays qui vont le La plus marquer. Nouvelle-Calédonie m'a beaucoup marqué. Par rapport à quoi? Ma surprise, je ne connaissais pas du tout le territoire du Pacifique en fait et j'ai trouvé déjà des cultures que je connaissais absolument pas, qui à la fois sont proches des cultures africaines, la culture kanak en l'occurrence, mais pas que. En fait, la culture, ce que j'ai appelé la culture relationnelle, la culture civilisationnelle, le rapport à l'autre, le rapport à l'environnement, c'est-à-dire la nature, comme on va dire. Euh, Tout ça, ça m'a beaucoup marqué. Le respect, les rites, ce qu'ils appellent les coutumes, prendre le temps de parler avec les gens, ne pas venir symboliquement les mains vides, ne pas parler les mains vides, voilà. Le temps de la parole, voilà, je peux digresser, ça m'a énormément marqué et en fait ça a été un grand moment d'espoir pour moi. Je me dis mais en fait oui, c'est encore possible tout ça. J'ai vu ça un peu en Afrique mais pas vraiment, moins en fait. Je sens ça en tension quand avant que je quitte l'Afrique. L'Afrique c'est vaste, avant que je quitte le Cameroun pour être précis. Il y avait encore ça entre la culture rurale et la culture urbaine, la culture de ce qu'on appelait le village, mais on va dire la culture du clan, je sais pas, appelé tribu, je sais pas trop quoi en fait pour moi. En tout cas, la culture de la communauté nationale, euh, nation linguistique et la culture moderne. En fait, je sentais il y avait à l'époque, enfin quand la culture traditionnelle donnait ces valeurs-là. En fait, à l'école, on n'apprenait pas vraiment ça. À l'école, on apprenait des choses plus, je dirais, plus sèches, plus froides, mais bien sûr le respect, mais c'était surtout la nation, c'est-à-dire la nation camerounaise, avoir beaucoup d'informations, pour pouvoir peut-être avoir une fonction dans la nation plus tard, médecin, avocat, etc. etc. Mais bien sûr qu'il fallait respecter le maître, etc. Mais c'était plus sec en fait comme transmission. Alors que à la maison, au village, c'était plus chaud, c'était dans la pratique, c'était les mots, c'était des gestes, c'était au quotidien, ça se faisait au fur et à mesure. Et là, j'ai vraiment vu le shift, le déplacement. Voilà, l'impression que cette culture d'école républicaine, post-coloniale, en fait, a corrodé. Voilà, j'ai pas envie d'employer le mot cancer, parce que c'est un peu violent, mais ça a un peu corrodé ce mot civilisationnel, hein, et c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, il y a beaucoup de tensions en fait entre ancien et moderne euh, qu'on peut expliquer. Enfin, voilà, et j'ai pas tout à fait senti ça en Calédonie. Je sais que ça existe, mais j'ai pas tout à fait senti ça. Et je sentis qu'il y avait encore deux pôles, mais qui, je pense, est né du fait colonial, du fait post-colonial, du fait de la lutte des Kanaks pour préserver leur culture, dite minoritaire dans un environnement à culture majoritaire. Je pense que
curieusement, je sens que ça a permis en tout cas, de porter ça comme un peu une forme de résistance. Voilà. Les jeunes, les gens se reconnaissent dessus comme un mode civilisationnel, en fait, qui vont opposer un petit peu au mode civilisationnel métropolitain, on dit occidental. Voilà. Donc je pense que la situation a permis ça. Il n'y aurait pas eu ce conflit, cette tension, je pense que serait fini comme en Afrique. Comme au Cameroun, j'ai pas envie de dire Afrique parce que c'est trop vaste. Vous avez parlé d'un espoir par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est simplement par rapport au fait de voir que les gens prennent beaucoup plus de temps pour s'écouter parler, ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses que vous n'avez pas forcément vues ailleurs et que là, en le voyant dans cette culture, vous vous êtes dit, ah, je respire enfin, il y a quelque part où je vois ça et ça me refournit de l'oxygène nouveau. Je crois que c'est vraiment le temps de se parler. C'est la culture relationnelle en fait. C'est la relation. Je crois que c'est la base de toute civilisation, de tout mode de civilisation. C'est vraiment la relation, la culture relationnelle. Comment on considère l'autre en fait. Et je trouvais qu'il y avait une considération pour l'autre dans ce rapport-là. Donc c'est ça qui me marque. C'est pas les autres choses, c'est là, mais c'est pas là spontanément, ça me sort pas à l'esprit. Par rapport à cette considération de l'autre, qu'est-ce que vous pouvez décrire de votre ressenti en France, dans la culture française? Comment trouvez-vous que les gens se considèrent entre eux? Est-ce que vous sentez que c'est des relations... Qu'est-ce que vous sentez en France au niveau culturel pour les relations entre individus? Oui. Alors, je n'irai pas sur des jugements hypocrites, tout ça, vraiment pas, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je sens plutôt que les gens ne s'écoutent plus eux-mêmes et ne s'écoutent plus entre eux, en fait. Mais je pense que l'espace est saturé de beaucoup de choses qui font qu'on n'a pas le temps de s'écouter et qu'on n'a pas les moyens de s'écouter ou l'occasion de s'écouter, en fait. Je crois qu'il faut pas... il faut être prudent sur les jugements hâtifs et dont l'espace est saturé. L'espace est saturé médiatiquement en fait. Il y a trop de médias, je trouve. On peut parler de la désinformation et des rengaines médiatiques sur beaucoup d'informations pas forcément utiles. Sans arriver jusque-là déjà, moi je pense que l'espace est saturé médiatiquement, visuellement en fait. Les yeux sont saturés parce qu'il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos, il y a des panneaux publicitaires, trop de choses. L'espace auditif est saturé, de voitures, de machines, etc. L'espace olfactif est saturé, l'espace de la parole est saturé, les gens parlent trop. L'espace sensoriel est saturé, en fait. Donc je trouve que les gens sont tendus, très tendus, stressés et agressifs. Du coup, de cette tension-là, je pense que les peaux sont fermées, les corps sont fermés. Et déjà, s'écouter, c'est compliqué. Écouter l'autre, c'est encore moins. C'est demander la lune. Et je crois que c'est ce qui me marque, c'est ce qui me frappe et qui me touche. Est-ce que vous voyez par rapport à ça quelque chose ou plusieurs choses qui pourraient faire changer cette donne? Comment faire pour qu'ici on ait tendance à mieux s'écouter soi-même et les autres? Ça, pareil, pour moi, je crois que c'est une décision personnelle. On ne peut pas débrancher les gens, en fait, on peut pas, pour moi c'est dictature. C'est toujours une décision personnelle, en fait, de dire, bon, c'est bon, ça suffit, je ne veux plus vivre comme ça, je me sens pas bien, je me sens trop mal, il faut que je fasse un truc. Peut-être que je vais plus prendre des médicaments pour colmater, pour boucher les trous, mais je vais vraiment faire en sorte que j'ai plus besoin de prendre des cachets parce que j'arrive plus à dormir, parce que je suis énervé, parce que j'ai des migraines, parce que j'ai mal à l'estomac, parce que j'ai une vertèbre qui s'est déplacée. Je vais arrêter de me faire replacer la vertèbre par un ostéopathe, alors que si je m'écoute et que si je prends le temps pour moi de respirer correctement, de faire des choses, voilà, la nature m'auto-guérit, simplement. Et que si je commence à passer par là, la décision, les choses, mais cette décision-là, elle est personnelle en fait. C'est une décision sur vie, de dire à un moment donné, si chacun décide pour lui, stop, je n'ai plus envie de vivre comme ça va changer. Mais pour moi, c'est des décisions personnelles. On ne peut pas imposer ça aux gens. Vous avez parlé de la culture moto-guérie. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler un peu je vois le livre Ewe, le verbe et le pouvoir des plantes chez les Yoruba.
de Pierre Fatumbi Verger. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler par rapport au rapport de l'homme à la culture et le lien avec la guérison et la connaissance qu'on pourrait avoir? Les herbes. Oui, tout à fait. Peut-être prendre, je pouvais prendre le bouquin et montrer, ce sera plus simple parce que les gens ne connaissent pas cet ouvrage. Pas celui-là? Le premier, si, vous pouvez le prendre, et oui, et puis celui qui est au-dessus, c'est Henri Maldinet, Celui-là? oui, philosophe français, parce que ça, c'est un cadeau d'un ami, et je vais le raconter. Donc ça, c'est Ewe, ouais, de Pierre Fatumbi Verger. 25 ans que j'ai acheté ce livre. Je l'ai acheté à Présence africaine, à Paris. C'est édité par Maisonneuve-la-Rose, qui est une maison de production, je crois, qui n'existe plus, hein, qui a fermé. Cet ouvrage ne se trouve plus vraiment dans le commerce, hein, ça coûte très cher sur Internet, j'ai vu. Est-ce que il y aurait quelque chose en France, dans la mentalité occidentale, qu'on pourrait apprendre de la mentalité africaine ou de certains pays africains sur le rapport de l'homme à la nature et comment l'homme pourrait écouter la nature et s'en servir à bon escient? D'accord, très bien. Alors, d'abord, je n'oppose pas l'Occident et l'Afrique, ou la France et le Cameroun. Je crois que je ne raisonne pas en termes de bloc, mais en termes de mode de pensée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un mode de pensée dominant qui va régir ce qu'on va appeler la culture occidentale, mais qui n'est pas du coup lié au phénotype, parce qu'en Afrique, il y a des gens qui pensent pareil, hein, c'est-à-dire à dominer, à n'être rassuré de sa relation à l'autre que si on la domine et qu'on la maîtrise. Voilà. Donc, c'est une attitude psychologique qui est propre à tout le monde, qui est dans toutes les cultures. C'est pour ça que vous trouvez des Africains qui vont être bien avec des Européens, ou des Blancs qui vont être bien avec des Noirs. Pour faire quoi? Parce que tous les Africains ne sont pas noirs et tous les Européens ne sont pas blancs. Et pour moi, c'est plus une histoire de mode de pensée, en fait. Hein. Donc il y a des personnes qui ont un mode de pensée qui font qu'ils pensent que la nature est à leur service et qu'ils peuvent le posséder comme ils veulent et en faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et il y a des personnes qui pensent autrement. Je fais partie des gens qui pensent autrement. Et en Occident, ou en Afrique, en France, comme au Cameroun, il y a des gens qui pensent comme moi. Voilà. Donc pour moi, c'est pas un terme de bloc, en fait. Et juste pour finir sur cette idée-là, je crois que dans ce qu'on appelle la culture occidentale, elle est régie par un groupe de personnes qui pensent, qui imposent leur idée à la majorité. Voilà. Donc, voilà. Et qu'on appelle la pensée dominante ou la culture dominante. Voilà. Et ces personnes-là vont nous mettre dans cette forme, pour faire court, hein, je résume, de capitalisme, en tout cas dans cette forme de capitalisme-là qui n'a pas beaucoup de considération pour l'être humain, quoi qu'on en dise, la nature. Donc ça, c'est pour préciser votre question. Donc je ne fais pas de bloc Afrique-Europe. Je ne pense plus tout à fait de cette manière-là. Je crois que c'est une question de mode de pensée et de personnes, et de groupe de personnes. Donc, du coup, je pense que je ressens, j'expérimente l'idée que, pareil, si on prend le temps de s'écouter, ou si on écoute des gens anciens qui étaient partout, il y en avait ici, en France, il y en avait en Afrique, il y en a encore en Caraïbes, j'en ai rencontré au Mexique, j'en ai un peu partout, des gens qui nous disent attention, attention, notre maître, c'est la nature. Notre plus grand enseignant, c'est la nature. On a dans la nature énormément de choses qui nous permettent de nous guérir directement. Déjà, si on respire bien, ça va bien. Si on ne pollue pas l'air et qu'on respire, et qu'on apprend à respirer, ça peut nous auto-guérir. Voilà. Il y a des Asiatiques qui ont mis en place des techniques de respiration phénoménaux. Ou si on danse comme il faut, pour le coup, j'en vois, pour le coup, à la culture du continent subsaharien, africain, si on danse comme il faut, si on comprend vraiment ce que c'est que la danse, ça nous fait décoller, ça nous met à un endroit de notre conscience qu'on ne peut pas imaginer. Voilà.
si on fait attention à nos sols, si on fait attention à la plante, que la parole, elle est extrêmement importante, les mots qu'on emploie sont extrêmement importants, ce n'est pas gratuit, ce ne sont pas des objets, les mots ne sont pas des objets. Si on fait attention à ça, parce qu'elle véhicule nos pensées, elle véhicule une intimité, elle véhicule quelque chose qui vient de beaucoup plus profond qu'on l'imagine, donc soyons attentifs à tout ça, parce que tous ces champs de choses sont ce qu'on appelle des éléments constitutifs de la personne, voilà, de la personne humaine, de la personne. Et si on fait attention à ça, normalement, on trouve un état de corps qu'on appelle le bonheur. C'est-à-dire un état de corps où on sent que tout va bien, on ne sait pas pourquoi, tout va bien. Voilà. Et quand cette dimension-là n'est pas suffisante et qu'on a un problème végétatif, donc un problème sur le corps, là, il y a d'autres éléments végétatifs, donc les plantes, qui peuvent nous permettre de nous guérir, tout simplement. Voilà. Mais c'est dans la nature, c'est fait là. Et sauf que la plante tout seul ne le permet pas. Il faut employer la plante, le verbe et le geste. C'est-à-dire que là, c'est marqué le pouvoir du verbe et du geste, le pouvoir, pardon, le verbe et le pouvoir des plantes, mais le verbe est accompagné des plantes, mais aussi des gestes. Il est accompagné de la danse. Voilà, ce qui n'est pas marqué sur le titre. Mais il faut ces trois choses-là pour que le processus de guérison, c'est-à-dire le processus de retrouver une respiration normale, un apaisement se mette en place. Je résume en gros le Ewe, mais qui en fait est une pensée qui est assez répandue dans beaucoup de cultures dites anciennes, hein, une culture de longue tradition, mais des gens qui pensent, qui sont en respect profond avec la nature. Et ça, je l'ai retrouvé en Calédonie aussi, effectivement. Je l'ai retrouvé, voilà. Et quand j'étais chez le grand chef, chez le roi, chez le petit-fils du chef Atta, je suis rentré dans la chefferie, ils appellent ça la chefferie, comme on appelle ça chez nous en Afrique, en tout cas au Cameroun. Donc c'était la même allée, le même type d'architecture. Me dit voilà, on est là parce que la nature, les plantes, c'est important. Et c'est avec ça, on ne peut... Tout notre mode de civilisation, en fait, est inspiré du mode de civilisation de la nature et des plantes. Voilà. Il dit, voilà. Et moi, ça m'a fait tilt, parce que je crois beaucoup à ça. Pourquoi avoir fait la danse? Par passion, pour chercher une nouvelle émotion, pourquoi? J'ai pas compris assez tôt pourquoi je faisais de la danse. Ça, je vais être honnête, en fait. J'ai fait beaucoup de choses avant, beaucoup de sports différents, foot, natation, volley, hand, basket, judo, karaté. J'ai fait beaucoup de choses avant, la musique et athlétisme. Voilà, je crois que je me cherchais un peu dans tout ça, mais en tout cas, ça correspondait pas. Et puis, au bout d'un moment, je me suis aperçu que je ne faisais que de la danse. Donc, ça s'est fait très naturellement, en fait. Et de la danse, et on va dire de la chorégraphie, pour être beaucoup plus précis. J'avais même pas pris conscience que je faisais de la danse, je pensais que je faisais de la chorégraphie, c'est-à-dire la chorégraphie c'est la mise en scène en fait, on met sur une même scène plusieurs éléments. Vous mettez la danse bien sûr, pas forcément mais en tout cas une chorégraphie de danse c'est ça, mais vous mettez les costumes, les lumières, il y a un côté sportif qui peut être évacué chez le danseur, voilà. Et la chorégraphie me permettait de synthétiser ça, donc je me suis senti, j'ai l'impression que ça me réunissait. C'est comme ça que je l'expliquais au début. Mais c'était pas la seule ou peut-être la vraie bonne raison. Je pense aujourd'hui, j'y travaille, c'est que en fait, je vous disais tout à l'heure, en fait, je suis né en 68 et c'est pas loin en fait après ce qu'on appelle la décolonisation. Et l'éducation que j'ai reçue à l'école coloniale, donc post-coloniale, appelez ça comme on veut, l'école de la jeune République. Elle ne m'a pas appris à m'aimer parce qu'on nous apprenait, je me souviens, CE2, CM1, CE1 aussi, quoi, élémentaire. Un bouquin d'histoire du Cameroun faisait, je sais pas, 30 pages, j'exagère à peine. Et le maître, on appelait comme ça, qui était pourtant camerounais comme nous disait que, en fait, avant, on n'était que des sauvages. On n'était rien et c'est la colonisation, c'est Blancs qui nous ont éveillés. C'est ce qu'on nous apprenait, vraiment, véridique. Et l'hymne national qui a été changé peu après ou peu avant que je naisse, c'est au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Autrefois, tu vivais dans la barbarie.
comme un soleil, etc. Voilà, enfin, en tout cas, c'est la civilisation, enfin, civilisation occidentale. Ce sont les Européens qui nous ont extirpés de notre obscurantisme, sauvagerie de nos arbres et qui nous ont fait devenir des êtres humains. Donc on leur doit ça, il faut leur être hyper reconnaissant. C'est véridique ce que je vous le dis là, et pour un gosse qui est en doute, qui a un instinct de survie, c'est traumatisant. Je vous passe tous les autres détails avec l'église, etc., etc. Et donc, je vous la fais très courte, et je m'aperçois donc en rêve ainsi que je porte des traumas incroyables qui sont liés à mon intimité en fait. C'est-à-dire que mon intimité, mon imaginaire, ma personnalité profonde est violée. Je suis complexe, je bégaye, j'ai honte, je ne peux pas regarder un blanc en face. Enfin, c'est terrible, je vous assure. Alors, tous les Africains ne réagissent pas comme ça. Je pense qu'il faut leur amener toujours là, à chaque personne à comment elle réagit face à ce type de violence. Hein. Enfin, vraiment, évitons de généraliser. Et je crois que j'ai été dans la danse pour réparer ça. Voilà, dans la danse et l'art. Je crois que, parce que c'est le seul moment, c'est le seul endroit où on va dans l'intimité, en fait. On ne va pas à l'intimité en allant apprendre la comptabilité, l'agronomie, la gestion. Non, c'est pas l'intime. Quand on va dans un projet artistique, dans une dimension artistique, c'est qu'on va dans son intimité. Et je crois que j'ai été dans cette intimité pour réparer ça. Est-ce que vous avez des partenaires de danse qui vous reviennent à l'esprit, avec qui vous avez adoré travailler la danse, les chorégraphies Ils sont nombreux. Ils sont nombreux? Ah oui, ils sont trop nombreux. Caroline Carson, ils sont trop nombreux. Boël, parce que les gens connaissaient, j'ai beaucoup travaillé avec elle, mais vraiment, je travaille avec Eddie Malem, je trouve ça vraiment super. Je travaille avec Mark Tonkin, je trouve ça super. Je travaille avec Elsa Voliaston, j'ai trouvé ça magnifique. Ingeborg Littern, moi, je trouvais ça magnifique. Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup. Et puis parfois, des gens pas du tout, peut-être ce nom-là, les gens ne connaissent pas, mais des gens encore moins connus, en fait. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui sont pas sous les spotlights, comme on dit, qui sont pas médiatisées, mais qui ont une puissance libératrice incroyable, ou des gens avec qui j'ai pas travaillé, mais dont j'ai collaboré, on a discuté, on a échangé, je pense à Bernard Dumonté, ou des ouvrages que j'ai lus de Angèle Benvegne, qui est un jésuite camerounais, ou des auteurs comme Mongo Betty, voilà, qui ont été hyper libératrices. Et par rapport à, justement, on parlait du livre, vous êtes en train, ou vous allez écrire un livre, c'est ça que vous m'avez dit Je tout suis à en l'heure? train, oui, je suis en train. Mais J'ai justement, fini par la rapport structure. au futur qui va arriver, quel projet vous êtes en train de préparer? Pour ceux que vous pouvez en parler. Oui, parce que je peux en parler, parce que le livre est en écriture, donc Inch'Allah, je viens de terminer la structure, je suis très content, ça fait 2 ans, voilà, je me suis enfermé une semaine, nuit et jour pour le boucler, parce qu'après ça va être compliqué au niveau agenda. C'est trop tôt, parce que vous savez, l'écriture, ça sort et après il faut faire le tri et voir exactement ce qui est important de garder et ce qui l'est pas. Donc c'est compliqué. Mais l'idée globale, c'est raconter à travers ma démarche artistique qui est liée à ce trauma colonial et clérical. Le processus que j'ai enclenché avec la danse, avec la chorégraphie et le fait de monter des tas de projets que explicitement je disais que c'était tourné vers les autres, mais que c'était peut-être tourné vers moi-même pour réparer mes propres blessures, donc j'en avais pas pris conscience. Et donc en fait ça va lier en fait clairement une démarche artistique et comment les éléments de la biographie permettent d'expliquer ou de faire le lien avec une démarche artistique. C'est un peu ça l'idée. Et pourquoi j'écris ce livre? Parce que voilà, je vais faire 50 ans dans 2 mois. Et je me suis aperçu que ça faisait 30 ans que j'ai fait que travailler, même plus, beaucoup. J'ai passé mon temps enfermé à travailler. J'ai pas passé beaucoup de temps avec ma famille, élargie, frères, sœurs, enfants, mes amis, tout ça. Je me suis vraiment coupé de tout pour travailler. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que ça valait le coup, et que pour eux, ça vaut le coup que j'écrive à ma manière
Qu'est-ce qui fait que j'ai emprunté ce chemin-là? Pourquoi je me suis coupé des gens alors que c'est totalement contraire avec l'idée même de la danse? L'idée de la danse, c'est de se mettre avec les gens. Et donc pour moi, c'est une contradiction terrible. Et donc il faut que j'écrive pour les miens. Et peut-être, Inch'Allah, pour ceux qui ont le même imaginaire que moi et qui peut-être vont se dire, tiens, voilà, on pourra échanger. Va-t-on vous retrouver dans l'année qui suit, 2018, sur la scène? Je suis en création. Comme après, je fais une trilogie sur le sacré, en fait sur le religieux, pour être clair, la danse et la religion. J'ai fini le premier volet, la première pièce, là en novembre, au Festival Danse et Contemporaine à Toulouse. Et je suis en train de travailler le deuxième avec Eddie Malem. Donc dans 15 jours, là, à partir du mi-janvier, je vais au centre chorégraphique de Roubaix, national, pendant 15 jours pour continuer la pièce. Elle va se poursuivre. Et j'ai le dernier volet que je commence en octobre 2018 avec le chorégraphe iranien Ali Moini pour terminer cette trilogie sur la danse et le sacré et on va dire le religieux parce que c'est ça le projet au départ. Comme le religieux fait peur, j'ai mis sacré. Bon, maintenant j'assume, c'est religieux et pas sacré uniquement. Et donc ça c'est pour les projets de création lourde, mais j'ai d'autres créations en cours avec des étudiants, donc de l'école de formation, mais aussi avec des compagnies. Je vais créer une pièce en Nouvelle-Calédonie à partir du mois de juin pour une tournée qui va démarrer, où j'y retournerai d'ailleurs en octobre, fin août 18, et j'ai d'autres pièces en cours. Je travaille, il y a des structures en France, dans des conservatoires, qui me demandent de transmettre mes pièces à des étudiants de conservatoire, donc ça démarre la mi-janvier avec le conservatoire à Laval. Donc sur une pièce pareille que j'avais fait sur le sacré, j'avais repris le sacre du printemps de Stravinsky, mais avec ma démarche voilà, hybride, africaniste, européiste. Pouvez-vous, pour finir, nous dire où se trouve le centre James Carles et ses horaires d'ouverture et Alors le centre chorégraphique se trouve à la rue des Amidonniers, à Toulouse, rive droite. On longe la Garonne, mais côté rive droite. C'est une structure hybride, donc c'est un centre chorégraphique, donc avec une école de danse pour les amateurs, les gens qui font la danse juste pour le plaisir, sans ambition professionnelle. Vous allez trouver donc des cours de hip-hop, de jazz, de moderne, de contemporain, de danse africaine, de coupé décalé, d'afrobeat, de danse classique. Voilà, c'est très ouvert. Commence pour le public de 3 ans à 3 ans et demi, et après il n'y a pas de limite d'âge. Et ensuite il y a une école de formation professionnelle qui va former des futurs professeurs de danse, donc, mais dans les options danse contemporaine, danse jazz spécifiquement, en tout cas ce qu'on appelle la danse jazz en France. On va former des danseurs professionnels, là pour le coup qui vont dans toutes les directions ils le souhaitent, des chorégraphes, et voilà, etc. Et ce qu'on appelle des interprètes. Ensuite, il y a une compagnie professionnelle, donc je vous ai annoncé les projets. On porte aussi des actions tournées vers le public de production. Donc, on porte un festival Danse et Consonance Noire, donc il travaille sur le patrimoine chorégraphique des afrodescendants en Occident. Donc, depuis commence fin 19e. Voilà, c'est l'heure, c'est pas grave. Et je termine sur l'école et puis un centre de recherche, mon centre de recherche dans lequel on est en train d'échanger. Voilà. Merci Monsieur James Carles de nous avoir reçus. À bientôt au centre et à bientôt pour vos créations artistiques. Avec plaisir, c'est un plaisir. À bientôt. Et oui, le pouvoir du verbe et des plantes chez les Yoruba. Voilà. De Pierre Fatumbi Verger. Une phrase ou 3 mots avec lesquels vous pourrez résumer ce livre? Enracinant, instructif, décloisonnant la pensée. Et votre autre livre que vous avez? Ah, lui, c'est un cadeau, Henri Maldinet. C'est pareil, c'est un ouvrage
Ce sont des ouvrages rares. Je ne connaissais pas ce philosophe français. Regard, parole, espace. Je me suis beaucoup questionné sur le rythme en fait. Pourquoi le rythme était si important dans la culture africaine, dans beaucoup de cultures, mais particulièrement la culture africaine. Pour le coup, ça a une présence énorme. Et donc j'ai cherché des écrits à droite à gauche, j'en ai trouvé, je citais tout à l'heure le père Angèle Mbeng, mais beaucoup d'auteurs africains ont écrit sur le rythme. Et j'ai trouvé aussi beaucoup d'écrits d'occidentaux, Georges Poulet, donc on voit des écrits là-haut, je pense même que j'en ai vu chez les philosophes grecs, mais je n'ai jamais vu quelqu'un parler du rythme comme ça avec Henri Maldinet. Et donc c'est un ami philosophe hein, qui m'a passé cet ouvrage et voilà, j'en suis super heureux parce que c'est pareil, ça enracine, ça ouvre et ça permet de saisir le réel hein, d'une certaine manière en fait. Je crois que j'ai l'impression que la clé, je sais pas, il y a quelque chose de très important quand on avance dans la vie, je crois que c'est la conscience en fait, mais de prendre conscience des choses, c'est-à-dire de pouvoir reconnaître les choses en fait, c'est juste ça, prendre conscience, c'est rien de lourd, et l'enseignement en fait nous permet de prendre conscience des choses en fait, c'est pas le fait de nous informer, de nous gaver l'esprit, mais de faire prendre conscience, et plus on prend conscience des choses, plus on sent son corps se transformer, son corps est différent, pareil, j'ai envie de dire, on respire différemment et on est content de vivre, simplement. Voilà. Ouais, c'est la danse. Ouais, c'est la danse sur la notion d'écoute qui m'a appris ça. C'est que spontanément, en fait, on n'écoute pas vraiment les gens. On veut s'écouter à travers les gens. En fait, on prend l'autre pour notre miroir. Du coup, quand on regarde les gens, en fait, on ne les accueille pas. En fait, on pose notre regard sur eux. Mais si on pose notre regard sur eux, c'est pas eux que l'on voit, c'est nous que nous voyons. Si on inverse la dynamique, c'est-à-dire que si on reçoit leur regard, c'est eux qu'on écoute, c'est pareil au niveau de l'oreille en fait. C'est-à-dire si on inverse le processus, c'est-à-dire d'accueillir l'autre en soi, le processus c'est complètement différent. Et je pense qu'on ne s'écoute pas vraiment en fait. On ne sait pas vraiment s'écouter, donc je le vois avec la danse, mais je crois qu'on peut l'extrapoler à la société. Et nous parlions tout à l'heure des afrodescendants, pour faire court, qui manifestent encore une souffrance et une aigreur par rapport à l'histoire coloniale, à l'histoire esclavagiste. Et je pense qu'il faut les écouter, vraiment, et qu'il ne faut pas les condamner, il faut les écouter parce qu'on n'a pas tous la même position par rapport à la souffrance, en fait. Et par moments, j'ai le sentiment que ces personnes, quand ils crient, quand ils manifestent une douleur, en fait, la seule chose dont ils ont besoin, c'est qu'on écoute. C'est pas qu'on dise tu as raison, tu as tort, je comprends pas, c'est juste qu'on écoute et qu'on leur permette d'écouter. Parce que pour moi, c'est comme un cri. Voilà, quelqu'un qui crie dit ok, vas-y, crie, j'écoute juste. Il ne faut pas dire arrête de crier, j'y suis pour rien, c'est pas mon histoire, etc. Parce que c'est pas ce que la personne cherche. Voilà. Et quand les personnes d'ailleurs disent, si tu es blanc, ils disent oui mais toi, c'est toi qui es responsable, je ne pense pas qu'ils visent la personne en tant que telle, mais ils visent ce que la personne représente. C'est-à-dire l'image de la personne, l'image du blanc. Et c'est aussi important donc, pour celui qui reçoit ce genre de critique, d'apprendre à se décentrer, de reconnaître que ce n'est pas forcément lui en tant que personne qui est visé, mais c'est ce qu'il représente qui est visé. Voilà. Ce qui permet toujours de réaligner les choses, en fait, d'être doux et de ne pas être dans un rapport de confrontation. En fait. Parce qu'il y a beaucoup de confrontation qui, malheureusement, entretient cette situation-là. Voilà. Par contre, ce que je pense, c'est que, je disais, dès qu'il y a un accident, ici, on va dire, ici pour parler d'ici en France, un bus qui renverse le machin, etc., on va mettre une cellule psychologique, on va envoyer un armada de psychologues, parce qu'on sait que les conséquences pour plus tard sont extrêmement graves. Mais je me dis, donc il faut aussi comprendre que
dans l'histoire des personnes qui ont reçu cet héritage, parce que ça se transmet, il y a les ARN, on en parlait tout à l'heure, et pas que l'ADN, c'est des histoires qui se transmettent. Il n'y a pas eu ce processus de cellules psychologiques. Voilà. On a juste dit aux gens, voilà, c'est fini, l'esclavage est fini. Le colonialisme est fini. C'est bon, on passe à autre chose. C'est juste ce qu'on a dit. On l'a dit, on l'a même pas fait, mais on l'a dit. On dit, bon, maintenant vous oubliez. Ça ne s'oublie pas comme ça. N'importe quel psychologue sait que ça ne s'oublie pas comme ça. Voilà, ça se travaille, ça s'accompagne, ça se répare. Donc que les gens soient encore dans la souffrance, qu'il y en ait, parce qu'ils n'ont pas eu les moyens, ou ils n'ont pas la force, ou ils n'ont pas trouvé les moyens, eux, de se guérir, je crois qu'il faut le respecter, il faut l'écouter, et il faut leur permettre de s'exprimer. Je pense vraiment, voilà. Moi, j'ai l'impression j'ai été voir des psys, j'ai beaucoup bossé pour ça, j'ai lu, je pense que je me suis auto-guéri par instinct de survie. Je ne voulais pas me suicider, tout simplement. Je ne voulais pas mourir. C'est juste ça, la solution. Voilà, j'avais pas envie de mourir. Et donc, je me suis mis en travail seul par rapport à ces questions-là. Mais tout le monde ne le fait pas. Et il y a aussi des gens dont cette histoire-là, ils n'ont pas envie, voilà, ils ne sont pas dedans. Donc, on est tous différents par rapport à cette histoire-là. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment être à l'écoute et respecter. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.